messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce vendredi, la dernière de la semaine. On va tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. On démarre donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une législative partielle. Même cause, mêmes effets à l'issue de l'élection législative dont la campagne est déjà rendue à sa première semaine, a toutes les chances de se tenir dans les mêmes conditions sécuritaires que le 9 février 2020. Avec ces derniers temps, une recrudescence de la violence dans le nord-ouest où 10 circonscriptions sur 11 sont concernées par les élections partielles. Le journal parle aussi d'un autre rapport qui accable le Cameroun. WALF Cameroun dresse l'état des lieux dans l'extrême nord et la zone dite anglophone. Le journal évoque la vie chère, l'inflation ou l'impôt des pauvres. Une université analyse l'actualité relative à l'évolution du taux d'inflation qui a connu une hausse du cours au cours de l'année 2019 et a atteint 2,5% selon le récent rapport de l'Institut national de la statistique. Hydrocarbures, la Sonara va mal. L'unique raffinerie du Cameroun est en situation de faillite depuis 2014. C'est ce qui ressort du comité technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, de même que la Sonatrel qui peine à effectuer ces décaissements issus des prêts extérieurs, dont chaque décaissement manqué devrait coûter 0,25% de commission sur ces décaissements. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager met en sa une crise anglophone. Washington embarrasse Yaoundé. Les discussions entre Paul Biya et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun le 11 mars dernier conforte le souhait des États-Unis d'être au cœur de la médiation entre le pouvoir et les bandes et les groupes séparatistes qui tiennent à la sécession du Cameroun. Les États-Unis qui affirment clairement qu'ils ne sont pas pour la sécession du Cameroun, raison pour laquelle ils demandent au pouvoir de transférer dans les meilleurs délais le pouvoir local aux élus dans les différentes régions, de même que la mise en application du statut spécial adopté pour les deux régions anglophones lors du grand dialogue national. Le journal parle aussi de la délégation générale à la sécurité nationale, la mafia autour du passeport éventée et non éventrée. Et donc une étudiante camerounaise résidant au Canada est donc venue au Cameroun pour se faire établir un passeport. On lui a demandé 400 000 francs, ce qui n'était pas de son goût. Elle a saisi le délégué général à la sécurité nationale qui a aussitôt diligenté une enquête et à l'issue duquel un réseau a été donc mis à nu. Mais la question que la population se pose, est-ce que finalement, après avoir éventé cette mafia, le Camerounais aura le passeport en temps réel et au coût normal? Voilà pour ce qui est donc de cette actualité autour des passeports. Coronavirus, les consommateurs aux abois, les autorités et opérateurs économiques tentent de rassurer l'opinion sur le fait que les produits importés de ceux dits de grande consommation passent toujours au crible de la police phytosanitaire. Dans tous les cas, les nombreux consommateurs prêtent des velléités de boycott des produits sur le marché, prétextant s'entourer des mesures de protection, de même que pour le patron du commerce, Lumaglambaga Tangana, dit qu'il n'est pas question que certains citoyens profitent pour la situation pour tenter de faire des spéculations sur le marché. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui parle des mairies de ville, idylle dans le mille, c'est le titre de Mutation, avec évidemment avec le super-maire de la ville de Yaoundé, celui de Douala Mbassa-Diné, de même que Roger Tafam de Bafoussam. Et puis le journal L'œil du Sahel qui parle de politique, Aboubakari Abdoulaye lorgne le Sénat, certainement le vice-président du Sénat, en l'absence du président Marseille Difedi, malade depuis quelque temps. Il a des ambitions légitimes d'occuper le perchoir de la haute chambre du Parlement. Et puis le journal Émergence parle de crise anglophone. Y a-t-il un complot des ONG et la presse contre le Cameroun? Le journal pose la question, donnant ainsi la parole à 12 experts qui s'affrontent. Droits de l'homme, le rapport de Washington qui épingle le régime Biya. Le département d'État a donc commis son rapport 2019 dans lequel il indique que les militaires camerounais, l'armée camerounaise, de même que les séparatistes, ont commis de nombreuses violations de droits de l'homme
tant dans le nord-ouest, le sud-ouest qu'à l'extrême nord avec la lutte contre Boko Haram. Le journal Le Jour parle des crises anglophones, consacre sa une aux déplacés qui attendent l'aide du gouvernement. Le journal qui a mené une enquête dans la ville de Yaoundé pour voir dans quelles conditions vivent ces déplacés internes de la crise anglophone. Le journal parle aussi des massacres d'Ngarbo. Enfin, le barreau se prononce. C'était sorti du barreau, fait suite à la lettre ouverte de l'ancien bâtonnier maître Yondo Black qui a saisi le barreau pour s'interroger sur le silence du barreau dans tout ce qui se passe sur les massacres, sur les tueries de Ngarbo. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Jour. Le quotidien Cameroun Tribune lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'ONU conforte le Cameroun au cours d'une réunion consacrée à la paix. Sécurité en Afrique, mercredi, Macky Sall, le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré que l'organe réaffirmait son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique des États, tout en exprimant son inquiétude au sujet des financements occultes, illégaux et criminels dont bénéficient les groupes terroristes, écrit donc en page 2 le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Voilà pour ce qui est de la revue de presse, l'essentiel de la revue de presse ce matin. A rappelé que la revue de 7h35 est bien différente de la revue de 9h20 qui généralement s'attarde plus sur les thèmes qui devront meubler l'émission. Sur le plateau, ils sont déjà là. Georges Sémé, on vous voit une fois par semaine. Bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Merci. Je salue bien évidemment les téléspectateurs. L'actualité qui m'a marqué reste incontestablement cette propension du coronavirus. Et le Cameroun, comme nous le savons, n'en est pas épargné. 2 cas ont été déclarés du côté de Yaoundé et une opération de traçage de 171 personnes qui sont entrées en contact avec ces 2 personnes est en cours. Donc ça veut dire que la menace continue de planer sur le Cameroun et je pense que cette actualité mérite bien d'être évoquée, d'autant plus que cette maladie a été déclarée il y a quelques jours pandémie par l'Organisation mondiale de la santé et vous savez que le Cameroun n'est pas en dehors du Conseil des Nations. Donc, si on l'évoque aujourd'hui, c'est tout simplement parce que des pays tout autour du Cameroun en sont frappés, le Cameroun en est frappé et il y a des réunions incessantes du côté de Yaoundé qui se multiplient entre le gouvernement et les différents partenaires et entre le gouvernement avec certaines organisations internationales. Donc ça prouve que ça inquiète effectivement. Et vous savez également que si ce coronavirus devient une épidémie au Cameroun, on ne sait comment l'aborder malgré toutes les mesures qui ont déjà été prises par le gouvernement camerounais, mais il y a des inquiétudes sur la riposte efficace, la riposte parce que on a un tissu de santé extrêmement fragile, on a un tissu économique encore tout aussi fragile et on ne sait par quels moyens les autorités camerounaises vont aborder la question si elle devient une épidémie. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que cette actualité mérite d'être évoquée aujourd'hui. J'aurais pu évoquer d'autres actualités en rapport peut-être avec la crise anglophone, mais le coronavirus qui est devenu une pandémie est extrêmement préoccupante. Camille Nelly, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chulin, bonjour. Bonjour Georges Sémé, bonjour millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité est foisonnante et je vais aller sur les mêmes traces que Georges Sémé qui parle du coronavirus. De toute façon, je sais que nous allons en parler. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que du côté de la frontière italienne et de certains pays de la côte du sud de l'Europe, on est en train de refouler maintenant les migrants à la Grèce, les migrants qui viennent d'Afrique, en estimant qu'ils peuvent apporter le coronavirus, alors que jusqu'à présent, les personnes qui ont apporté le coronavirus venaient plutôt d'Europe en direction de l'Afrique et du Sud. Bon, mais ça, c'est une chose, moi, qui me paraît assez risible. Mais l'autre côté... Mais on veut les préserver du coronavirus. Non, ils disent se préserver parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur apporte le coronavirus, alors que le coronavirus a déjà envahi l'Italie avec beaucoup de morts. Et au Cameroun, je reviens au Cameroun, l'histoire du coronavirus au Cameroun me fait penser à l'histoire. Vous savez, il y a une histoire qui parle de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a vu effectivement la personne. Mais au Cameroun, nous nous retrouvons dans une situation où on est en train de chercher les hommes qui ont touché, aux hommes qui ont touché, aux hommes qui ont touché, aux hommes qui ont touché à l'homme du coronavirus. Parce que ça a commencé avec un Français qui a eu le coronavirus. On nous dit que bon, il a été en contact avec 171 personnes et on est en train de chercher les 171 personnes pour les isoler. Qui ont déjà touché. Ces 171 personnes, si on fait une sorte de multiplication par 2.
Ouais, non, moi je dis, on fait tout simplement une multiplication par 3, par 4. C'est-à-dire qu'une personne a touché 4 personnes ou 5 personnes. Et depuis le temps qu'on est en train de chercher ces personnes, on a déjà touché d'autres personnes. Peut-être on même déjà touché ceux qui... Peut-être on même déjà touché ceux qui sont en train de les chercher. Alors on va se retrouver en train de chercher combien? Pratiquement 18 millions de personnes. Non, soyons sérieux. Cette histoire du coronavirus tourne tout simplement à la farce. Alors Georges Sémé, d'entrée de jeu, on va commencer par l'actualité institutionnelle, la crise anglophone. Le président Biya qui a reçu en audience Peter-Henri Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Le quotidien Le Messager titre « Washington embarrasse le pouvoir de Yaoundé ». En quoi Washington embarrasse-t-il le pouvoir de Yaoundé? Quand on lit la quintessence des déclarations faites, tant sur le site, le tweet officiel du président Biya que la déclaration de Peter-Henri Ballerin au sorti opérant du palais d'Etoudi. Alors, d'abord, il faut dire que M. Ballerin, c'est l'un des diplomates qui est le plus reçu par le président de la République, vu l'intensité des relations diplomatiques qu'il y a entre la France et entre le Cameroun et les États-Unis. Et sur cette dernière rencontre, il y a bien évidemment les questions sensibles qui ont été évoquées par les deux hommes. D'abord, la crise anglophone qui, à une certaine époque, a créé des tensions entre le Cameroun et les États-Unis. Et je crois que c'est en ce sens-là que nos confrères du Messager pensent que Washington embrasse Yaoundé. Non, sans oublier que le même 11 mars, il y a eu le département d'État produit un rapport qui était un rapport complètement négatif sur Yaoundé et son combat qu'il mène dans le cadre de la crise anglophone. Donc, il y a ce chaud et ce froid qui est soufflé dans les relations entre Yaoundé et Washington sur la crise anglophone. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects de la coopération entre ces deux pays qu'on peut évoquer, mais il y a toujours de l'eau dans du gaz entre ces deux pays sur la crise anglophone. Washington peut trouver que le Cameroun n'en fait pas assez pour ramener le calme dans ces régions. Et on trouve que non, on en fait beaucoup pour ramener le calme dans ces régions. Avec l'application du statut spécial. Voilà les conclusions du grand dialogue national. Et la question des droits de l'homme a souvent été évoquée également. Mais depuis un moment, on observe que Washington met un peu la pédale douce. De plus en plus, il décrit les atrocités qui sont perpétrées par les séparatistes et il se rend bien évidemment compte que Yaoundé, en ce qui concerne l'application des résolutions du Grand Dialogue national, fait certains efforts. C'est ce qui est la conséquence de la régularité des rencontres entre M. Biya et M. Ballerin. Et je pense qu'il n'y a pas que la crise anglophone qui a été évoquée, il y a également les questions économiques et le coronavirus, bien évidemment, qui a été évoqué. Et vous savez que le Cameroun vient de bénéficier d'une importante aide en matière de santé des États-Unis. Donc, je pense que cette régularité de rencontre entre M. Biya et M. Ballerin prouve qu'il y a quand même eu un changement de ton de la part des États-Unis face au Cameroun, même si on sait qu'au même moment, lorsqu'il y a eu cette rencontre, il y a ce fameux rapport que vous avez évoqué qui était complètement... Qui indexe les forces de défense et les séparatistes. Effectivement. Donc, nos confrères du Messager ont donc raison de dire que Washington embarrasse Yaoundé. Un temps, on a l'impression que c'est le grand amour entre les deux capitales. À un autre moment, on a... Parfois avec des déclarations fracassantes. Voilà. Et je vous fais grâce de l'épisode d'il y a 2 ans où M. Ballerin avait délibérément conseillé au président camerounais de quitter le pouvoir. Donc ça veut dire quand même qu'il y a du chaud et du froid, mais avec les derniers événements que l'on observe du venant de Washington, il y a une certaine détente entre les deux pays. Camille Nélé, on sait que l'essentiel, d'après certains rapports qui sont produits, généralement, ce sont des ONG qui se trouvent aux États-Unis. Et puis, le rapport du département d'État dénonce pratiquement les mêmes choses que les Human Rights Watch, les International Group Crisis. Est-ce que la sortie du ministre Paula Tangandi, qui a clairement indiqué que ces ONG-là, et qui a même demandé que c'est les pays, ça c'était dans la communication du ministre Emmanuel Saldi, que ces pays qui abritent ces ONG doivent doivent contrôler leurs activités. Est-ce que la sortie du ministre Tangandi ne serait pas, on ne lit pas dans la boule de cristal, serait aussi à l'origine de cette audience accordée à l'ambassadeur américain qui certainement se faisait de grosses inquiétudes sur ce sujet? Vous savez, le ministre Tangandi n'est pas seulement ministre de l'Intérieur, hein, mais il est aussi le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Ça veut dire qu'il a la haute main sur
tout ce qui regarde la sécurité, les crises qui se déroulent au Cameroun. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que les journalistes eux-mêmes se trompent parfois. Ils ne voient que le ministre, mais ils ne voient pas le responsable. Il a une double casquette. Le responsable numéro 1 de la sécurité au Cameroun. C'est lui, Paul Atangandi, qui convoque le ministre de la Défense, le secrétaire à la sécurité. C'est lui qui convoque des grands patrons de la sécurité pour dire voici ce que nous allons faire. Donc les gens l'oublient souvent. Et quand M. Atanga monte au créneau pour évoquer cette collusion entre les ONG et les médias, moi je dis tout simplement que il aurait dû faire la part des choses, parce que ces ONG depuis longtemps, et beaucoup de journalistes le dénoncent, ces ONG exagèrent excessivement sur de présumer les exactions de l'armée, mais tout en fermant pudiquement les yeux sur ces gendarmes éventrés, égorgés, sur ces femmes décapitées, violées et tout cela. En tout cas, le rapport du département d'État a même cité le cas du gendarme Adam Hassana, qui avait été décapité dans le sud-ouest et reste versé sur le long de la route. Oui, mais il a dénoncé après combien de temps? Après combien de temps? L'affaire du gendarme Hassana, c'est depuis 2 ans. Donc si c'est sur le tard qui revient en se disant que bon maintenant... C'était juste un exemple à citer. Absolument, il faut essayer de revenir aussi sur ça. Il n'y a pas de mal à cela. Mais ce que je veux dire, quand je regarde le titre du messager qui dit que Washington embarrasse Yaoundé, quand M. Tibor Nagy recevait des représentants de l'Ambazonie avec le drapeau de l'Ambazonie et que c'était publié partout à travers le monde, c'était pas de nature à embarrasser Yaoundé. Ça veut dire que ce monsieur qui représentait quand même, que le monsieur Afrique des États-Unis recevait des sécessionnistes. Qui sont quand même des acteurs de la crise. Mais les auteurs et les acteurs de cette crise, il y avait de quoi sincèrement embarrasser le Cameroun. Et si l'on va un peu plus loin, on réalise que lui-même, M. Barlerin, n'a pas eu une attitude souvent très très diplomatique à l'encontre vis-à-vis du président. Il ne met pas les gants comme l'exige la diplomatie. Mais seulement, Washington oublie que les États-Unis ont connu la plus sanglante guerre de sécession de l'histoire. C'est-à-dire que parce qu'ils n'ont pas voulu de sécession, il y a eu une guerre qui a duré 3 ans, mais qui a fait au moins 2 à 3 millions de morts. Ils le savaient. Ils savent très bien ce que c'est qu'une sécession dans un État qui est déjà constitué. Donc, il aurait plutôt, comme on est en train de le voir aujourd'hui, aider le Cameroun à essayer de faire face à cette situation et peut-être à la calmer complètement. Mais quand on réalise aujourd'hui qu'après avoir eu des propos incendiaires contre le régime camerounais, contre l'armée camerounaise, on réalise qu'au niveau de l'ONU, qui est à Washington, on est en train de dire aujourd'hui, de reconnaître enfin que le Cameroun est en train de subir des affres d'une barbarie extraordinaire. Ça veut dire qu'on est en train de revenir à de meilleurs sentiments. Et on regarde maintenant la situation en enlevant les lunettes déformantes. Oui, Georges Semer, juste une question avant qu'on sorte du sujet. Il y a aussi cet article du quotidien Le Messager qui dit « Vers l'échec de l'association », le journal pose la question, indiquant par exemple que les États-Unis ont clairement indiqué que s'ils étaient pour la sécession du Cameroun, eh bien, ils n'en seraient pas demandé qu'on transfère le pouvoir aux élus locaux en acceptant un certain nombre de concessions que le gouvernement essaye de faire depuis. De même que le Nigeria, qui en principe devait servir, si jamais le Nigeria était partisan de la sécession du Cameroun, devait servir de base arrière pour le ravitaillement aux sécessionnistes, et que depuis que le Nigeria a pratiquement tout bloqué, c'est pour ça que les bandes armées qui sont quelque peu cantonnées sont obligées de sortir, attaquer commissariat, unités de police et gendarmerie pour se ravitailler en armes. Est-ce que quand on voit cette lecture et avec tout ce qui est dit, est-ce que vous voyez vraiment que c'est un échec bien préparé pour la sécession? D'abord, il faut dire qu'aucun État qui appartient au Conseil des Nations ou alors qui a des relations diplomatiques avec le Cameroun ne peut être favorable à une entreprise sécessionniste. Et on se rappelle que le Nigeria a même contribué à l'interpellation de Sissoko Ayub-Tabé. Bien évidemment, dans le cadre des accords immunitaires qui ont été signés entre le Cameroun et le Nigeria. Donc aucun État ne peut soutenir la sécession. Mais je pense que c'est une préoccupation. C'est une préoccupation qui devrait interpeller le Conseil de sécurité, puisque l'organe qui chapeaute l'ONU aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité, surtout les membres permanents. Et parmi les membres permanents, vous avez cité les États-Unis. Les États-Unis ont toujours accompagné le Cameroun dans la formation de son armée. Et ils ont toujours pris des positions contre la sécession, malgré que
comme le disais tout à l'heure, on a parfois l'impression que les gouvernements américains prêtent plutôt le flanc aux sécessionnistes que au pouvoir de Yaoundé. Mais on observe quand même que sur le terrain opérationnel, il y a une perte de vitesse de la part des sécessionnistes. Au départ, en 2016, lorsque cette guerre déclenchait, c'était la sécession ou rien. Et on avait presque peur, on tremblait dans nos bottes de voir que le Cameroun a désormais sa rébellion qui veut diviser le pays en deux. Mais au fur et à mesure que ce conflit est allé crescendo, on a observé que les sécessionnistes se sont plutôt transformés en de grands bandits qui attaquent n'importe quoi pour se ravitailler, qui attaquent de pauvres Camerounais pour prendre un peu d'argent, et ça éloigne un peu de l'objectif de la sécession initiale. Donc ce sont de grands bandits aujourd'hui qui sont face à l'armée camerounaise, et je pense que la question de nos confrères du Messager est assez fondamentale vers l'échec de la sécession. Je crois qu'il y a déjà un échec de la sécession parce que le théâtre des opérations nous montre aujourd'hui des bandes disparates qu'on ne contrôle plus, et il y aurait même des combattants nigérians qui ont regagné la sécession, et on est face à des groupes disparates qui n'ont aucun commandement central et qui, au lieu de lutter pour la sécession, luttent plutôt pour se faire de l'argent. Donc, c'est un sujet très important que nos confrères du Messager ont abordé aujourd'hui. Heureusement que l'armée, qui connaît bien le terrain, se rend bien évidemment compte qu'aujourd'hui, il n'est plus question de sécession. Le discours sécessionniste est plutôt entretenu par la vitrine politique, entre guillemets, de ces sécessionnistes qui est à l'étranger, et qui, pour eux, le combat qui est en train d'être mené au Cameroun, c'est un combat sécessionniste, mais sur le terrain, et on se demande s'ils ont encore une emprise. Ils sont très loin du terrain. Voilà, s'ils ont encore une emprise sur le terrain. Sur le terrain, on se rend malheureusement compte que c'est plutôt du grand banditisme qui est opéré. Camille Nélé, avant que vous ne réagissiez, certainement, le chef de file de ces sécessionnistes, Sissoko Ayuk Tabé, qui a accordé une interview au quotidien Le Messager, le journal révèle qu'il envisage tout de même une possibilité de négociation, mais sous l'égide onusienne. Ça participe de cette faiblesse, de ces signes d'essoufflement du mouvement sécessionniste. Il faudrait d'abord demander ce qu'il représente encore aujourd'hui par rapport aux forces qu'il a lancées sur le terrain, parce que c'est bien lui qui a armé des Camerounais, c'est bien lui qui a fourni la logistique, et c'est bien lui qui a déclenché cette guerre de sécession que personne ne contrôle plus aujourd'hui, parce que lui-même, s'il redescend sur le terrain, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, on va lui demander Youbi où. Parce que les gens les jeunes là qui sont là aujourd'hui, qui coupent les têtes des militaires, qui égorgent des femmes et des enfants, ceux-là, ils ne se reconnaissent aucun chef, parce que ils démontrent qu'ils n'ont pas d'idéologie. Ils mettent en Bazonien en haut, sans plus. En Bazonien pour eux, c'est juste le prétexte. Mais pour parler justement du rôle du Nigeria, aujourd'hui, aux côtés du Cameroun par rapport à cette rébellion, il ne faut pas oublier que le Nigeria a une dette historique. La guerre du Biafra. Avec la guerre du Biafra déclenchée 67 en 70. 1967 par le général Odumegwu Ojukwu, guerre de sécession qui a été accompagnée et financée par la France. Et la France avait donné non seulement de l'argent, des armes, mais même des mercenaires. Il y a eu des Blancs qui ont combattu dans le Biafra. Et le président Ahidjo avait dit il ne participe pas à cette politique. Parce que la France, et tenez-vous bien, c'est le général de Gaulle qui avait demandé au président Ahidjo de laisser un corridor qui pourrait faire passer des armes du Gabon les côtes camerounaises jusqu'à à l'intérieur du terrain camerounais. Et Ahidjo lui avait répondu froidement que moi, au moment où je suis en train de construire mon pays, parce que le Cameroun n'avait que 7 ans d'existence, je ne peux pas participer à la dislocation de notre pays. Ça a fâché De Gaulle et Ahidjo jusqu'à la mort de Gaulle. Donc, le Nigeria a cette dette qui a fait que le gouvernement nigérian a tenu face, a combattu et a écrasé la rébellion par ses propres moyens, en dépit de l'aide affichée de la France et maintenant de la collaboration du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est de l'histoire. Mais aujourd'hui, le Nigeria non plus ne peut pas laisser aujourd'hui que le Cameroun continue à souffrir avec des gens qui peuvent se servir. Mieux encore, des régions qui sont proches de la zone du Biafra. Tout à fait. Donc le Nigeria a beaucoup plus intérêt, absolument intérêt à aider le Cameroun, à soutenir le Cameroun dans cette sécession en réalité qui n'a fait que trop de mal au Cameroun, aux Camerounais et à la paix en Afrique. Georges Semé, on va parler du coronavirus. Il y a cet article dans le quotidien Le Messager, les consommateurs aux abois qui redoutent les mesures, qui redoutent la qualité des mesures prises pour s'assurer que les marchandises qui arrivent au Cameroun ne sont pas infectées. Mais connaissant à peu près
la mentalité camerounaise. Jusqu'ici, les propos, que ce soit du ministre de la Santé publique, que ce soit du ministre du Commerce, qui indique que tous les marchandises à l'embarquement sont strictement contrôlées. Et pareil par la police phytosanitaire à l'arrivée au port de Douala. Avec l'avènement du coronavirus, on se méfie pratiquement de tout. On se méfie de son interlocuteur, on se méfie de sa propre femme, on se méfie même de ce qu'on consomme. Je pense que c'est un problème extrêmement sérieux et il y a une concertation entre le ministre du Commerce il y a 2 jours et les importateurs, les acteurs économiques qui importent certains biens de consommation au Cameroun. Et vous savez qu'il y a un flux important de marchandises qui va de la Chine au Cameroun, la Chine qui est le pays précurseur du coronavirus. Il y a donc d'importants échanges entre la Chine et le Cameroun et on devrait logiquement s'inquiéter de ce que les marchandises qui sont des biens de consommation pourraient être infectées par ce virus. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y a des mesures qui sont quand même prises par les autorités du Cameroun en termes de prévention. Vous avez cité tout à l'heure les phytosanitaires, mais je crois qu'il y a d'importantes mesures qui sont prises pour prévenir que le virus ne soit une épidémie au Cameroun, que ce soit entre les hommes, que ce soit sur les biens que consomment ces hommes. Mais le danger plane toujours. Les échanges entre la Chine et le Cameroun sont importants. Les rapports entre les Chinois et les autres personnes qui viennent des pays qui sont aujourd'hui infectés par le coronavirus sont extrêmement importants. Donc, les consultations ne devraient pas seulement concerner le côté bien de consommation. Il y a également l'aspect sportif qui a été évoqué hier lors d'une réunion entre le ministre des Sports et certains partenaires sur l'opportunité de maintenir ou pas la Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut également toucher d'autres secteurs. Donc, le Cameroun devrait veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour que les 2 cas qui ont aujourd'hui été déclarés ne deviennent pas des épidémies. Mais on restait inquiet de ce que, depuis qu'on a annoncé qu'il y a un traçage des 171 personnes qui étaient entrées en contact avec les 2 cas, on n'a toujours pas de résultats. Donc ça veut dire que ces personnes continuent à se promener et à transmettre ce virus. Et on n'est pas à l'abri du danger. On peut quitter de deux cas à 1000 du jour au lendemain. Donc, on devrait veiller et je crois que tous les membres du gouvernement aujourd'hui sont concernés et heureusement que nous avons écho de ce qu'il y a plusieurs réunions qui sont convoquées pour parer à toute éventualité. Et vous savez que la dernière information, c'est celle de la France où le président français a pris des mesures exceptionnelles disant que dès lundi, tous les établissements scolaires et les universités seront fermés. Donc, on n'aimerait pas que ce qui se passe en France ou en Italie arrive au Cameroun. C'est la raison pour laquelle il faut que le gouvernement réagisse promptement. Camille, peut-être qu'on ne va pas s'attarder sur le cas du Cameroun. Quand même, comment comprendre que le coronavirus à l'origine était en Chine? On a vu le coronavirus arriver. Comment se fait-il que c'est quand le coronavirus est déjà là qu'on bouge maintenant parce que on a détecté 2 cas au Cameroun? Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper pour empêcher cela? Un avion est arrivé à Yaoundé, d'après l'information, un avion est arrivé à Yaoundé, les passagers sont sortis, chacun est allé chez soi sans qu'on ait contrôlé, sans qu'on ait pris des mesures. Vous connaissez ma position, Jean-Paul Chouniette, au sujet de ce coronavirus, et avec la mesure que vient d'annoncer Emmanuel Macron en disant qu'à partir de lundi, toutes les crèches, les écoles primaires, tous les établissements seront fermés. Bon, bientôt, il va demander à toutes les sociétés de fermer. Il va bientôt demander à tout le monde de rester chez lui. Ça va être l'arrêt de toutes les activités, parce que si on commence à le faire avec les aides, rien ne va plus bouger. Alors, la mise en quarantaine étant le principal moyen de prévention le plus sûr. Alors moi, je me demande si nous ne sommes pas en train de vivre un film de science-fiction ou d'épouvante, ou un virus. C'est plutôt une réalité, doyen. Non, j'ai dit, écoutez Georges, je dis que c'est une réalité, mais je suis en train de dire que nous allons nous retrouver dans une situation où tout le monde va se balader avec des masques, les gens vont rester chez eux, il y aura plus d'activité économique. Mais ça veut dire quoi? Moi, je dis une chose, on ne nous a pas tout dit sur ce coronavirus, parce que ce qu'on dit de temps en temps, c'est que les personnes qui sont immédiatement mises en quarantaine, c'est des personnes âgées à partir de 59 ans. En montant. Donc ce n'est pas forcément une maladie de jeunes et d'enfants. On le dit, mais du bout de les enfants transmettent, ils transmettent plus rapidement le virus. Écoutez, on le dit du bout de... On a commencé par dire au début que le coronavirus, c'est une maladie qui est transmise par la chauve-souris au pangolin. Maintenant, on ne parle plus ni de chauve-souris ni de pangolin. Et c'est comme ça qu'on avait commencé avec le sida. On avait dit que le sida, c'était une maladie qui était transmise par le singe. Et maintenant, qu'elle se transmettait par les 3 S, la salive, le sperme et la salive. Et que c'est une maladie de noir. Je dis, qu'est-ce qu'on avait... Il y a eu un fantasme extraordinaire sur le sida, jusqu'à pousser un jour un éditorial français à écrire que dans 10 ans, l'Afrique centrale sera un cimetière
géant à cause de cela. 40 ans plus, 30 ans plus tard, on n'en a pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que cette épidémie que l'on est en train de présenter comme l'épidémie mondiale, on ne parle pas trop de la Chine, d'où elle est venue. Mais je vous l'ai dit, est-ce que la coïncidence est fortuite avec ce livre écrit en 1981 par un auteur américain de science-fiction, Dean Koontz, qui avait dit que en 2020, il y aura un virus qui va venir de la province de Yuan en Chine et qui va déferler sur le monde entier et qui va disparaître comme il est venu. Moi, je dis que ce livre a été écrit en 1981. Donc, c'était quelque chose de préparé. Je ne sais pas, mais il faudra bien qu'on nous dise quelque chose parce que c'était une prémonition. Une prémonition. Elle est seulement digne de Nostradamus. Mais ce que je dis aujourd'hui, ce que l'on a enregistré, la panique qu'on est en train d'enregistrer à travers le monde entier, moi, je pense qu'on veut nous amener à nous retrouver dans une situation où chacun va rester dans son pays. Et dans chaque pays, les gens ne travailleront plus, les enfants n'iront plus à l'école, toutes les activités seront arrêtées. Si on choisit l'ostracisme. Il faut donc dire toute la vérité sur ce coronavirus. Dernière question pour sortir. Georges Sémé, sur le passeport, cette mafia qui vient d'être inventée, est-ce que finalement ça permettra aux Camerounais d'avoir le passeport? Je crois que c'est un précieux sésame qui devient de plus en plus difficilement accessible, et je pense que parfois ce sont les feuillets qui manquent, parfois c'est le carton lui-même, parfois c'est les complications. Mais quand il s'agit de passeport express, ça sort. Voilà, donc je pense qu'il y a certains marchandages qu'il y a dans la procédure de délivrance du passeport, et les autorités devraient une fois de plus prendre les responsabilités afin de mettre un document qui est tout à fait normal à avoir à la disposition des Camerounais qui veulent voyager, au lieu de passer par la corruption, au lieu de passer par le marchandage ou le trafic d'influence. Camille Nélé, si vous avez un mot à dire, oui, sur la Sonara et la Sonatrel. Non, j'ai deux mots à dire. D'abord, vous venez de faire œuvre pédagogique en recadrant un peu tous ces journalistes qui s'entêtent toujours et dire complot éventré. Un complot n'est pas éventré, il est éventé. Vous venez de dire, moi j'espère qu'ils vont retenir le terme. On évente un complot, on n'éventre pas un complot. Bon, maintenant, quant à cette affaire de passeport, c'est connu. C'est une pratique qui dure depuis plus de 20 ans. On ne peut pas dire que même les collaborateurs proches du délégué général de la Sûreté nationale ne savent pas. Mais on n'est jamais arrivé à ce pic-là. Non, mais il y a eu cette affaire, ce business de passeport express. Le passeport express n'existe pas. C'est-à-dire, mais il y a des gens qui disent que non, donne 400 000, donne 500 000. Et il y a des personnes qui prenaient 10 passeports, qui les amenaient grâce à leurs amis au niveau pour faciliter l'obtention. La police de frontière, ils facilitaient l'obtention. Bon, aujourd'hui, si le poteau rose a été découvert parce qu'il y a quelqu'un qui était mécontent, ben maintenant on va voir. Mais seulement il faut aussi dire et avouer que aussi bien pour le passeport que pour la carte d'identité, les services de l'imprimerie sont dans laxisme extraordinaire et ça traîne. Il y a des gens qui ont déposé le passeport depuis 3 mois. Ils l'ont et ça fait parfois volontairement. Pourquoi on ne devait pas faire bouger le personnel là-bas au moins chaque année? Non seulement faire bouger, permettre que les délégations régionales, les délégations de l'immigration puissent régler ce problème rapidement. Mais aujourd'hui, vous envoyez une demande de passeport en janvier, au mois d'avril. Le bordereau à Yaoundé, on le fabrique, et ensuite, il faut que vous couriez après votre passeport. Bon, mais pour revenir à la Sonara dont vous venez de parler. Sonara, Sonatrel. Oui, mais surtout la Sonara, je crois que c'est le titre de la nouvelle expression qui parle de la Sonara qui serait en faillite depuis 2014. Mais depuis 2014, c'est vrai que la Sonara avait fait un certain nombre d'emprunts pour non seulement augmenter sa capacité de production, parce que vous savez qu'à cette époque-là, la Sonara achète toujours du carbone. Sous Charles Metouk. Voilà. Et maintenant, il y avait de l'argent qui avait été emprunté pour réaliser un certain nombre de travaux. Or, maintenant, la Sonara sinistré depuis 2014. Non, la Sonara embauche toujours les gens, la Sonara est toujours en train de fonctionner. Donc, elle a des difficultés de trésorerie, moi je pense, mais en état de faillite, non, je ne pense pas. Mesdames, Messieurs, merci à Camille Nélé, merci à Georges Sémé. Vous ne vous prononcerez pas sur la Sonara. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Merci de rester sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.